Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année. C'est là que Casidomi entre en jeu. Casidomi, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté, en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 € de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variés. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Miss France à 18 ans, mannequin, actrice, autrice, animatrice, entrepreneuse sont les différentes casquettes de Linda Hardy. Mais qui se cache vraiment derrière la femme publique ? Comment est-elle allée au bout de ses passions ? Quel est son état d'esprit pour toujours rebondir ? Quels ont été ses plus grands défis ? Décomplexée, libre et authentique, Linda revient à cœur ouvert sur ses expériences, son bien-être et les grands messages qu'elle souhaite véhiculer au monde. Une chose est certaine, vous en ressortirez inspiré et prêt à réaliser vos rêves. Belle écoute! Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour. Parce qu'on est ensemble depuis ça va un bien. petit moment. Ça va. On est jour de grève, donc j'étais dans les manifs. Les fameuses. Petit périple. Les fameuses. Mais je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Moi, je vous ai connue quand j'étais petite parce que, je dois le dire, peut-être qu'il écoutera ce podcast. Mon papa disait que vous étiez la plus belle Miss France. Oh, il a bon goût, le papa. Donc il était toujours « Ah non, mais Linda Hardy, c'était la plus belle. Oh, » Donc je crois que j'ai... Bon, mais il y en a eu plein d'autres depuis, hein, mais voilà. Ah oui, mais vous étiez sa préférée. Donc en fait, petite fille, j'entendais Linda Hardy, Linda Hardy. Super, j'adore. Et donc, Je prends. donc c'est drôle d'être jusqu'à vous aujourd'hui. Première question, elle est très simple. Comment allez-vous ? Ben, je vais bien. Je vais bien dans une période qui est, on va dire, tourmentée pour beaucoup d'entre nous, de toute façon. Voilà, même si on vit dans une période qui est un peu particulière, avec beaucoup de choses qui bougent dans tous les sens, pas toujours en bien, j'ai malgré tout le sentiment d'être privilégiée et j'en ai conscience. Donc, ce qui n'empêche pas de traverser des moments de doute ou parfois des moments de tristesse dans sa vie. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc ça, c'est le lot de tout à chacun. Mais malgré tout, bon, on va dire que par rapport à beaucoup de gens, je peux pas dire, je peux pas me plaindre. Cette réponse est jolie, c'est vrai. Et puis l'important, j'ai vu un truc hier très très sympa sur les réseaux sociaux. On demandait à Grand Corps Malade, à partir de quand est-ce qu'on est riche ? À partir de quand est-ce que tu estimes qu'on est riche ? Et il a répondu, à partir du moment où on a une femme et un enfant. C'est beau. Voilà. C'est vrai, je pense que... Donc tout ça pour dire que, en fait, même dans les moments difficiles, je trouve que c'est important de se raccrocher à ce qui est là, à la vie
tout simplement, à l'importance et au bonheur d'être vivant et en bonne santé. Même si, bien sûr, on n'est pas tous égaux, malheureusement, face aux difficultés de la vie et qu'il y en a qui souffrent un peu plus que d'autres. Évidemment, j'en ai conscience. Donc je m'estime chanceuse. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Enfin, je pense. Regardez ce qu'on a au quotidien autour de nous et pas ce qu'on n'a pas. Oui. C'est dur, mais c'est une des clés. Bien sûr. Oui, c'est vraiment une des clés. Je suis tout à fait d'accord. On vous connaît comme ancienne Miss France au départ, comme actrice, comme mannequin, comme présentatrice, comme entrepreneuse. Mais j'aimerais aujourd'hui, pour une présentation qui change de d'habitude, que vous choisissiez 3 adjectifs qui pourraient vous caractériser. Honnête. J'allais dire intègre, ça va avec. Donc on va peut-être pas garder celui-là. Courageuse et empathique. Enfin, je crois. Si on c'est toujours difficile. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Mais en tout cas, je sais que je suis très honnête, très intègre, très droite. Les gens qui sont autour de moi, voilà. Avec moi, en fait, il n'y a pas tellement de faux semblants. Je suis quelqu'un, ce que je suis, je le montre. J'ai pas et c'est important pour moi de dire les choses comme je les ressens. Je suis pas quelqu'un qui suis dans le conformisme. Je vais pas me taire pour faire plaisir à certaines personnes, ou je vais pas me taire parce que j'aurais peur de potentielles répercussions. Voilà. Donc je pense que c'est à la fois dangereux, mais c'est à la fois une qualité parce que ça me permet en fait de me réveiller le matin et d'être totalement alignée avec qui je suis profondément. Et après, peut-être la seule chose, c'est qu'effectivement, dans la société dans laquelle on est, on ne peut pas toujours se montrer dans sa vulnérabilité autant qu'on aimerait le faire. Et peut-être que, voilà, ça, on va dire que ça, c'est... Je pense que les gens me voient plus forte, même si je le suis, mais encore plus forte et plus indépendante que ce que je ne suis réellement. Et justement, j'allais vous demander, parce que vous disiez que vous étiez très droite, très... Ouais, je suis droite dans mes bottes, ouais. Et j'imagine que dans des milieux dans lesquels vous êtes, peut-être que parfois, justement, ça a pu peut-être vous porter défaut ou être un peu compliqué de dire les choses vraiment comme elles sont. Oui ou non? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit dans une société, de toute façon, où il faut pas trop dire de choses qui dérangent. Ouais. C'est pas forcément bien vu. Et d'ailleurs, quand on dit des choses, moi, je reçois des messages sur Instagram où les gens me disent « Ouh là là, tu es courageuse !» Ok. Je sais pas si c'est ça le courage. Le jour, j'ai vu une définition très jolie du courage, c'était de dire les choses avec le cœur. C'était ça le courage. D'agir avec le cœur. Donc oui, je suis courageuse, si c'est le cas, si ça veut vraiment dire ça. Et en fait, mon défaut, on parle des qualités, et le défaut, c'est que effectivement, je ne vais pas penser aux conséquences. En fait, ça m'importe peu. Et ça, ça peut être une forme d'inconscience. Mais la recherche de ma vérité et de dire ma vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité, il y a la mienne, et elle n'engage que moi, mais en tout cas d'être alignée avec ça, c'est plus important que le reste. Vous voyez, c'est... Que de potentiels contrats qui peuvent s'arrêter ou de relations alors qui peuvent sauter. Non, ça m'a jamais été jusque-là, parce qu'après, quand même, je pense, suffisamment... j'ai suffisamment de finesse pour voilà, essayer de dire les choses d'une certaine manière, mais en tout cas ne rien dire et faire comme si de rien n'était, donc, ou alors tout simplement faire semblant.
c'est pas moi. Je sais pas faire. Moi, dans mon travail, j'ai un truc à dire, je le dis. J'essaye avec le temps, j'ai appris à essayer de mettre les formes, mais au moins, en fait, au final, vous payez pas forcément les conséquences à partir du moment où vous n'imposez pas les choses, où vous faites part de votre ressenti. Je trouve qu'on est dans un monde où les gens devraient davantage dire, voilà ce que je ressens. Voilà comment je perçois les choses quand il arrive ça, quand tu me fais ça, quand tu me dis ça. Donc Aujourd'hui, on éduque les enfants plus comme ça, mais je pense qu'on n'a clairement pas aussi été habitués, enfin même moi dans mon enfance, à mettre des mots vraiment sur ce que je ressentais. On me coupait un peu les émotions, peut-être vous aussi, mais j'ai l'impression aussi beaucoup ça vient de l'éducation en fait. Aujourd'hui, je vois, moi j'ai 2 petits-enfants de 3 ans et demi et un bébé. J'ai l'impression que vraiment je les encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup à parler, à exprimer. oui. Je sais pas si les générations futures seront peut-être pas plus à même à... Non, je pense qu'il y avait quelque chose qui est lié à la psychologie de l'être humain et à l'importance des émotions et à quel point nos émotions nous gouvernent aussi d'une certaine manière, qui était moins mise en avant. À l'époque de mes parents, un enfant n'allait pas voir un psy. Enfin, si vous allez voir un psy, c'est qu'on avait un gros problème. Alors qu'aujourd'hui, pour nos générations, et peut-être encore davantage pour la vôtre, c'est pas du tout un problème. Au contraire, Non, au contraire. on accepte le fait d'être accompagné, d'être aidé par quelqu'un qui va avoir d'autres connaissances, qui va apporter un regard objectif, un regard différent sur une situation. Et ça, c'est très chouette. Mais je trouve qu'on vit dans un monde qui est assez particulier parce que, à la fois, on sent qu'il y a une espèce de libération d'un certain nombre de choses, une ouverture sur un certain nombre de choses. Et à la fois, il y a un enfermement sur beaucoup d'autres choses. On essaie de faire rentrer les gens dans des cases, faire avancer tout le monde. Faut que tout le monde file droit. Voilà, pas trop faire de vagues. Après, c'est assez logique, hein, parce qu'on va dire que l'univers est fait de manière à ce qu'il y ait toujours un équilibre qui se forme. Donc, s'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Plus il y a d'ombre, plus il y a de lumière. Parce qu'il faut arriver à un équilibre. Plus on va dans le fait de dire les choses, plus de l'autre côté, il va y avoir des forces qui vont être mises en place pour faire taire d'autres choses. Donc, je trouve que c'est une période qui est très complexe pour ça. C'est vrai. Justement, je crée aussi ce podcast pour essayer de... Moi, ce podcast, je l'ai créé il y a 3 ans et demi. Déjà, à la base, c'était des gens qui sortaient de leur zone de confort. Ensuite, j'ai eu un moment de moins bien quand j'ai eu ma fille. Je me suis expatriée. J'ai été pas très bien parce que j'étais complètement désalignée. Donc aujourd'hui, mon podcast a vocation d'aider les gens... c'est mon rêve, mais je pense que ça en aide certains à s'aligner, à être bien et à maximiser le potentiel de leur vie, qui est la baseline de mon podcast. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous évoque cette formule, l'alignement et maximiser le potentiel de sa vie. Alors, l'alignement, pour moi, c'est lié déjà au présent. Je pense qu'on ne peut pas être aligné si on est dans le futur ou si on est dans le passé. La seule possibilité d'être aligné, c'est d'être dans le présent. C'est pour ça que c'est si difficile d'être aligné. Parce que c'est très difficile d'être dans le présent, surtout aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, et j'en fais partie, ont des inquiétudes par rapport au futur, par rapport à l'évolution des choses dans plein de domaines. Je pense que c'est nécessaire de se poser des questions, de
Voilà. Mais évidemment, le problème, c'est que ça crée des inquiétudes, parfois même des peurs, et que la peur est une émotion très négative et une émotion qui ne permet pas l'alignement. Pour être aligné, il faut être dans le présent, il faut être serein. Il faut trouver en soi les ressources qui font que l'on est serein, parce que de toute façon, on ne peut pas occulter le monde dans lequel on vit. Donc, moi, les périodes, je trouve qu'il n'y a pas tant de périodes que ça où on est hyper aligné. C'est très très rare, en réalité. Moi, je suis alignée quand je pars dans la nature, que je mange super bien, que je fais du sport, que je me balade, que je me coupe au maximum des réseaux sociaux, du téléphone, que j'essaie de me reconnecter avec mon moi profond, que je suis à l'écoute de mes émotions sans les réfréner. Donc, mais je pense que malgré tout, il y a des moments dans ma vie où il y a toujours des petits miracles dans la vie. Il y a des moments où des choses absolument incroyables se passent. Et je pense que quand les choses incroyables se passent, souvent, on est quand même, d'une manière ou d'une autre, aligné. C'est exactement ce que je me disais la dernière fois. Il m'arrivait plein de choses négatives et je me disais c'est parce que j'étais négative. Et en fait, je pense que quand on est aligné, on renvoie une énergie positive et en fait, ça irradie et il nous arrive des choses positives. Oui. Mais ça, c'est vraiment prouvé. Enfin, moi, je le vis tout le temps. Enfin, Ah oui. Moi, là, par exemple, j'ai vécu une période avec plein de trucs, plein de merde qui arrivent les unes derrière les autres et tout ça. Et c'est vrai que... En fait, je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se sentir un petit peu déconnectés, mais moi, je suis absolument convaincue que tout est fréquence. Donc en fait, quand je dis fréquence, c'est la raison aussi pour laquelle on a des gens vers lesquels on est attiré, mais en fait, on est vibration, on est vibratoire. L'être humain, par essence, est vibratoire. Et donc, à partir du moment où on est dans une vibration qui est plutôt négative ou basse, il faut savoir que c'est aussi parfois tout bêtement lié à son alimentation. Si vous mangez tous les jours des produits transformés, vous goinfrez de sucre, vous mangez des sodas, vous buvez des sodas et que vous êtes totalement déconnecté même dans votre alimentation de la nature, forcément, vous allez... votre champ vibratoire et les fréquences à laquelle vous vibrez vont être moins importantes que si vous mangez bien, vous faites du sport, vous vous oxygénez, etc. Tout simplement. Donc moi, quand il m'arrive une succession de choses négatives, souvent je regarde comment est-ce que je gère mon quotidien. Qu'est-ce que je mange? De qui je m'entoure? Est-ce que je fais du sport ou pas? Est-ce que je respire? Est-ce que je m'aère? Et en général, ça apporte il y a beaucoup de réponses. Et il y a une chose qui aligne énormément, à mon sens, c'est l'amour. L'amour, ouais. Je pense qu'il y a plein de magie, de choses magiques qui arrivent quand on est amoureux, ou que tout simplement, on a le cœur qui est tourné, on a le cœur qui est ouvert à l'autre, à soi-même, aux rencontres. Et ça, je pense que... ça induit une forme d'alignement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être aligné mais quand on est ouvert, quand son cœur est ouvert, je pense que on s'aligne d'une certaine manière. Mais ça n'existe pas quelqu'un, ou alors des grands moines bouddhistes et encore, qui sont alignés tout le temps. Et puis c'est ça qui est passionnant, c'est d'aller rechercher cette espèce d'équilibre. Mais on vacille. Et
Et heureusement aussi, parce que c'est parce qu'on vacille, parce qu'on chute, qu'on se relève, parce Exactement. qu'on vit des expériences que les autres, que celles qui sont belles sont encore plus belles. Mais une vie, enfin, je veux dire, voilà, c'est le parcours même de la vie. Si on vit que des choses super, on n'apprend pas, on grandit pas. Exactement. Il y a un moment qui vous a justement conduite à réfléchir à ces notions, à vous intéresser au bien-être, au développement personnel, à ces notions dont on parle, d'alignement, de vibration. Un moment, un projet, quelque chose, un élément déclencheur, ou c'est venu naturellement? En fait, non, j'ai toujours eu déjà on va dire un intérêt fort à la fois sur la santé, mais aussi sur le bien-être. Ça, c'est depuis toujours. En revanche, le fait de vouloir progresser, en fait, la recherche consciente, de vouloir, la recherche, oui, consciente, de vouloir avancer, progresser, d'aller chercher, comprendre. Elle est venue à un moment donné où c'était suite à une rencontre amoureuse et en fait les choses se sont pas passées comme j'aurais voulu qu'elles se passent et on m'a mis quelqu'un sur mon chemin qui n'était pas du tout quelqu'un qui m'était a priori destiné. Et là je me suis dit mais pourquoi est-ce que la vie m'amène ce type de personne, cette personne, qu'est-ce que je dois comprendre? Maintenant, je suis convaincue que tout ce que la vie nous amène est fait pour quelque chose de bien précis. Et ça se reproduit quand on l'a pas Voilà. Donc, travaillé. tant qu'on n'a pas réglé, on qu'on l'a pas retombe réglé. sur le même schéma de manière permanente. Donc, il faut arrêter de se dire « Ah non, mais c'est pas possible, je comprends pas, j'ai pas de chance. » Non. Des fois c'est même des choses, ça peut, Oui. enfin si on croit en ça, c'est même des choses qui peuvent venir de vie antérieure, Oui. de choses à régler, qui parfois même, ou alors même pas de vie antérieure, ça peut être juste familial, dans la lignée familiale, un traumatisme qui est ancré, parce que évidemment que quand on n'est pas totalement vierge, si on a un père et une mère, et des grands-parents, des arrière-grands-parents et des ancêtres, ça serait vraiment être un petit peu un peu trop cartésien que de penser qu'on n'a pas d'héritage émotionnel. Donc on a évidemment un héritage, on a des choses qui ne nous appartiennent pas et parfois ce que la vie nous apporte c'est aussi c'est dans la continuité de ce qu'ont vécu des gens dans notre lignée et parfois il faut que quelqu'un casse le schéma ou pas. Et parfois, et puis si on l'a pas cassé, ça revient, ça revient encore après. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est agréable de se dire que, en fait, je pense que si on appréhende chaque événement de la vie. Alors je parle pas, même si malgré tout il doit y avoir un sens à ça également, mais je parle pas des événements hyper traumatiques comme la perte d'un enfant. Par exemple, ou un accident grave qui fait que votre vie n'est plus jamais la même, mais si en tout cas on appréhende chaque difficulté de la vie en se disant que derrière ça il y a quelque chose qui est là pour nous faire grandir, déjà ça enlève le poids de cette chose qui est dur à supporter. Et vous, cette rencontre, ça vous a donc du coup... En fait, moi, ça m'a amenée à aller à travailler sur moi, à aller rencontrer des gens, à travailler sur mes peurs, à travailler sur mon ego. Parce qu'en fait, tout ce qui est lié aux peurs est lié à l'ego. Alors, l'ego, c'est bien, mais il en faut un petit peu. C'est ça qui nous permet de nous maintenir debout également. Mais l'ego, c'est cette petite voix qui n'est pas toujours la bonne, qui nous dit de faire des choses et qui, justement, ne participe pas à notre alignement. L'intuition est magique. L'ego peut être un peu plus dangereux si c'est ce qui guide nos actions, à mon sens. L'ego, vous le définiriez comment ? Comment est-ce que je définirais l'ego ? En fait,
c'est tout ce qui fait, c'est toutes les décisions que l'on prend qui ne sont... C'est la petite voix qui essaye de nous éloigner du cœur et qui, en fait, est dans un... Pour moi, en tout cas, est totalement gérée par le mental. En fait, dès qu'on prend des décisions qui sont vraiment gérées par le mental, c'est-à-dire qu'on se déconnecte de ses émotions pour être... Ouais, exactement. En général, c'est l'ego qui parle. Et l'ego est régi par nos peurs. Parce que l'ego, c'est aussi... C'est en ça que ça peut être fantastique, mais à certains moments, c'est que l'ego, c'est une forme aussi de protection. Donc, c'est comme, on va dire que l'inconscient pour moi est plus lié au cœur et le conscient va parfois être plus connecté avec l'ego. Mais peut-être que d'un point de vue psychanalytique, tout ce que je dis, c'est absolument faux. Oui, mais c'est comment vous le ressentez, mais c'est en moi tout cas, ma perception des choses. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que à partir du moment et l'ego a beaucoup de force, c'est-à-dire que par exemple vous devez vous retrouver dans une situation, vous êtes dans une situation qui va être douloureuse. C'est aussi un magnifique système de protection, c'est-à-dire que quand par exemple on a vécu des traumatismes importants, le système conscient va, on va dire, va abattre le rideau, va mettre une forme de protection qui fait que dans un événement similaire, on va se protéger, etc., etc. Parce que ça, c'est le conscient qui dit « Oh là là, attention, danger ». Donc, à ce moment-là, on n'est plus tout à fait dans quelque chose qui est de totalement rationnel, on est dans quelque chose qui est connecté à nos peurs et à nos traumatismes. Donc, en général, à partir du moment où on est connecté à ça, et pas à notre... voilà, même si parfois les systèmes de protection sont hyper bien verrouillés, et que... mais faut quand même savoir que l'inconscient, c'est 90%. Enfin, ce que je veux dire, c'est que 10%, c'est le conscient. Le vrai nous, c'est 90% d'inconscient. C'est en plus plein de choses auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc, le rôle d'une vie, le but d'une vie, c'est aussi d'aller comprendre. Ouais. Bah, évidemment pas tout, parce que c'est sûrement pas possible, mais en fait, voilà, d'aller chercher qui on est vraiment. Ouais. Et qui on est vraiment, c'est pas toujours ce qui paraît. Et justement, si on fait un retour en arrière de quelques années, qui était la petite Linda? Oh. Hyper studieuse, voulant toujours être parfaite. Quand je dis parfaite, c'était surtout à l'école. Parce que moi, si j'avais 15, j'avais une note de 15 sur 20, je pleurais. Ah oui. Voilà, je voulais toujours être... Pour vous ou parce que c'était vos parents Non, mes parents ne mettaient pas de pression parce qu'en plus, il n'y avait pas de raison d'en mettre. J'étais une très bonne élève. Mais en fait, c'est moi qui me mettais une pression toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais un peu pourquoi. Déjà, j'avais compris que j'avais des choses à réparer. Donc en fait, le fait voilà, d'avoir l'impression de croire qu'il fallait que je sois parfaite, peut-être pour être aimée davantage, ou pour montrer à quel point je méritais d'être là sur Terre, fait que je me mettais une pression de malade. Mais je ne savais pas à l'époque que je me mettais une pression de malade. Je le faisais avec, on va dire, j'étais bien, hein. Je travaillais énormément pour avoir des très bonnes notes et tout ça, et j'y arrivais, et ça me rendait heureuse d'être comme ça. J'ai compris un peu plus tard que sûrement derrière ça, il y avait des choses à prouver qui étaient un peu plus profondes. J'ai toujours été très joyeuse. J'aimais bien faire des spectacles.
Donc déjà une certaine peu l'amour envie de la d'être scène, vu, d'être regardé, d'être aimé d'une certaine manière, même si on a tous envie d'être aimé, ça c'est normal, mais en tout cas, voilà, très sociable. Et puis après, j'ai grandi et j'ai toujours été, en tout cas, j'ai toujours pris des décisions dans ma vie qui ont montré, et ça, je peux remercier mes parents vraiment de ça, c'est que toutes les décisions, enfin beaucoup de décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai faites sans avoir peur. Je les ai prises sans avoir peur, et même des choses où avec le recul, je me dis waouh. Par exemple, me barrer d'une émission de télé qui a une audience absolument incroyable parce que d'un seul coup, je me sens pas bien, parce que je me sens justement pas alignée, et donc je m'en vais. Je m'en fiche en fait. Il y a que mon bien-être et la manière. En fait, je disais souvent finalement, moi, ce qui est important, c'est comment je me sens quand je me réveille. Si je suis malheureuse. Et ça, vous pensez que ça a été vraiment inculqué par vos parents? C'était quelque chose... Je pense qu'il y a quelque chose d'abord qui est de l'inné, forcément. Sans doute, on a quelque chose de ça en soi. Mais je pense que quand vos parents... je pense qu'il faut aussi la confiance que l'on a en soi. Et cette capacité de résilience. Je pense que quand même s'il y a une part d'inné, je pense que si vous avez des parents qui vous mettent pas du tout en valeur ou qui font que vous n'avez pas du tout confiance en vous, ça va être difficile d'agir comme ça. Hein, si on n'a pas confiance en soi, on a toujours peur. Et moi, j'ai toujours pris des décisions qui ont montré qu'en fait, j'avais pas peur il n'y avait pas grand-chose qui me faisait peur. Et donc, je pense que quand même, c'est lié à un socle familial, à un entourage fort, et qui a beaucoup d'amour reçu. On sait bien que quand on est parent, plus tard, que rien n'est parfait, mais en tout cas, l'amour que l'on donne à son enfant, il est là ou il n'est pas là. Et pour moi, il a été là, et donc je pense que quand même, ça m'a donné des ailes et l'envie de faire plein de choses sans avoir peur. Ils étaient sur le devant de la scène, vos parents, ou pas du tout. Pas du tout. Ma maman travaillait à la Sécu. Elle était cadre à la Sécurité sociale, responsable d'un centre de paiement, et mon père était, je dis était, ils sont tous les deux toujours parmi nous, mais c'est juste qu'évidemment ils sont à la retraite. Mon père était coiffeur. D'accord. Vous avez été très vite propulsé sous le feu des projecteurs en 1992. Mm-hmm. Je crois que vous étiez assez jeune. Hein. 18 ans. 18 ans, donc très jeune. Qu'est-ce qui vous a amené dans le mannequinat, et quels souvenirs vous gardez de cette époque ? Alors, le mannequinat, c'est venu tout de suite après l'élection de Miss France. Donc, j'ai été élue Miss France fin 91 pour l'année 92. Et le soir de la remise de mon titre, il y avait une Gisèle, la patronne d'une agence de mannequins, qui est venue à l'élection de Miss France pour me demander si je voulais devenir mannequin. Donc, en fait, ça s'est fait assez vite. Au début, je me suis dit, ok, je vais le faire, parce que le titre de Miss France était remis à la fin du mois de décembre. J'avais pas la possibilité, enfin en tout cas, j'avais pas d'envie de reprendre mes études. J'avais donc fait un bac C, bac scientifique, le bac S de maintenant. Quand j'ai terminé Miss France, au départ, je me suis dit, je vais reprendre mes études après. Et Gisèle est venue me chercher. Je me suis dit, je vais faire ça pendant 7-8 mois, puis après je reprendrai mes études, mais pendant ce temps-là, en tout cas, c'est sympa. Et puis après, je reprendrai en septembre, en même temps que tous les autres. Et j'ai tout de suite travaillé énormément. J'ai fait ma première série dans un magazine à l'époque qui s'appelait 20 ans. Après, j'ai fait la couverture d'un magazine qui s'appelait Dépêche Mode, qui était très branché à l'époque. Tout ça en 93. J'ai fait ma première pub télé pour L'Oréal, pour Studio Line, avec les plus grands top hommes de cette génération. Et en fait, j'ai tout de suite travaillé énormément. Ce qui est assez fou, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les Miss France, on voit quand même pas mal de jeunes femmes, de femmes qui sont devenues influenceuses, mais des femmes qui sont rentrées. Et puis, donc après, j'ai travaillé avec Gisèle, et puis après, je suis partie chez Elite. Donc, j'étais mannequin chez Elite pendant 8 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Non.
Alors, je me pose toujours la question. Parce Il y a que... Iris Mittenard. Oui, mais Iris, elle n'est pas mannequin dans le sens... Iris, elle est influenceuse. Moi, je parle de mannequin, quelqu'un qui a une agence, qui est chez Elite ou qui est chez Karine Model, qui est chez AMJ, qui est chez... Oui, elles sont plus parties dans l'influence. Elles sont plus parties dans l'influence, qui est encore quelque chose d'un peu différent. Moi, je parle des filles qui font des catalogues, de la pub télé de manière régulière, des défilés, des couvertures de magazines. C'est un peu un autre monde. C'est-à-dire que Miss France, c'est un monde. L'influence... avec de très belles femmes comme Iris, c'est encore un autre. Et les mannequins, c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement on va dire, de potentiel avec l'influence qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller ailleurs. Mais de toute façon, puis en plus, les carrières sont de plus en plus courtes parce qu'à mon époque, on faisait quand même des carrières jusqu'à 30 ans. Et aujourd'hui, comme le reste de la vie, tout passe hyper vite. Et parfois, c'est des carrières de 3, 4, 5 ans qui démarrent très jeunes. Peut-être parce qu'aussi, c'est ce que je me dis avec du recul, mais on a entendu beaucoup de choses sur les coulisses du mannequinat, des tailles qu'il fallait respecter, tout ça. Peut-être que ça fait peur aussi aujourd'hui. Je sais pas. Des jeunes filles. Ou alors elles ont... Ouais. Je sais pas. Je sais pas trop. C'est une question aussi que je me pose et que j'avais envie de vous poser, qui est un petit peu à côté. Miss France, c'est drôle parce que c'est une émission qui traverse complètement les années. Je ne sais pas combien d'années à Miss France aujourd'hui. Je crois que ça a commencé en 1960 ou... Oh non, même plutôt avant. que ça. Plutôt que ça encore. Très très tôt. Ouais. Et mais à la télé, ça fait moins longtemps. Je crois que c'est dans les années 80. Et qui semble vraiment survivre en fait à certains courants féministes où aujourd'hui, voilà, le rapport au corps, on est vraiment sur tous les corps, sur la beauté qui a plein de formes différentes. Quel regard vous portez sur le rapport en fait finalement de la société à l'émission en fait aujourd'hui? Il y a de tout, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez dit très justement, vous avez d'un côté, c'est une émission qui peut parfois être extrêmement décriée parce qu'on dit oui, ça correspond pas aux valeurs actuelles, les filles elles sont toutes minces, et elles doivent faire toutes plus d'1m70, et c'est pas normal de montrer la femme comme ça, en maillot de bain, on va dire, les féministes vont dire que voilà, c'est la femme objet, etc. Bon, moi, je suis pas du tout là-dedans. Il y a une partie de la société qui pense effectivement qu'à l'élection de Miss France, il faudrait qu'il y ait des transgenres, que les femmes puissent avoir des enfants, qu'elles puissent faire n'importe quelle taille. Et puis il y a ceux qui sont hyper conservateurs, qui pensent que effectivement non, pas du tout, Miss France ça représente ce que ça représente, et que voilà, c'est comme des mannequins, et qu'on va pas mettre une fille qui a 35 ans, qui a 3 enfants, ou une qui fait du 46. Voilà. Je résume, mais vous avez à peu près voilà, c'est ça, vous avez trois façons, un peu, chacune d'entre elles est un peu étriquée, parce que chacune d'entre elles est étriquée d'une certaine manière de voir les choses. Moi, la première chose que je sais, et ça j'en suis certaine, c'est que chaque femme est libre de son corps. Et que participer à l'élection de Miss France et se montrer en maillot de bain devant un public, en quoi ça doit et peut être jugé par qui que ce soit. Une jeune femme qui décide de participer à ce concours-là. Alors, et après, la question, c'est est-ce qu'on a besoin qu'elle soit en maillot de bain pour juger si elle peut ou pas être Miss France? Ça, c'est un autre sujet. Et à cette question-là, perso, je réponds non. Je ne pense pas qu'il y ait d'utilité à ce que, dans le concours Miss France, elle soit en maillot de bain pour dire si oui ou non, telle jeune femme va être une Miss France à la hauteur. Voilà. Donc si c'était moi, il n'y aurait pas de maillot de bain. Je trouve que ça n'a aucun sens. Mais à partir du moment où c'est là, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, les femmes qui sont là,
le font, elles ont décidé ce qu'elles voulaient faire de leur corps et ça leur appartient et ça doit être jugé par personne. Est-ce que est-ce que par exemple les femmes qui sont mères de famille doivent participer ou pas? Elles peuvent participer ou pas? Aujourd'hui, c'est une réalité. Une femme qui est mère de famille peut participer. Moi, je ne suis pas contre en soi. Je pense juste que, vu que le concours, c'est à peu près jusqu'à 25 ans, même si on a eu un enfant à 16 ans, il a 9 ans, si on en a eu un à 18 ans, au maximum, il a 7 ans, je pense que ce sont des âges où les enfants ont besoin de leur maman. Donc moi, je ne dis pas il ne faut pas qu'il y ait des mères de famille. Je dis que si elles ont des enfants, ce sont probablement des enfants en bas âge et qu'il me semble difficile, à moins d'avoir un papa hyper présent, de assumer une vie de famille et un rôle d'ambassadrice de Miss France. Donc ça va plus loin que dire c'est possible ou c'est pas possible. L'histoire de la taille, moi, je vois pas non plus pourquoi est-ce que effectivement une Miss France doit forcément faire du 38. Ça n'a pas d'intérêt. Après, j'ai envie de dire, là où ça devient compliqué, c'est que malgré tout, Miss France doit être une forme de modèle. Et je dis pas que quelqu'un qui va faire du 46 est quelqu'un qui fait du 46 parce que elle se nourrit mal ou etc. On sait bien que l'obésité, par exemple, elle est liée à 2 phénomènes. Le premier, c'est les gens qui mangent mal, pour différentes raisons. Des fois, ça peut juste parce que émotionnellement, on n'est pas bien. Mais puis, il y a des gens pour qui c'est génétique. Voilà. Donc, en fait, le problème qu'il y a derrière ça, c'est que si, en fait, on peut faire du 46, faudrait quand même savoir si la personne, entre guillemets, c'est génétique ou pas. Si c'est quelqu'un qui mange mal, c'est pas un bon modèle. Vous voyez ? Si c'est quelqu'un qui se nourrit de fast-food du matin au soir, ça peut pas être un beau modèle pour les autres jeunes femmes. Mais si c'est quelqu'un qui a une maladie où c'est génétique, là, c'est autre chose. Bon, et tout ça, c'est pas mesurable. Donc, moi, le regard que j'ai, c'est que l'élection, elle a pas mal évolué, que les femmes aujourd'hui qui se présentent à l'élection de Miss France, en tout cas, on est très loin, à mon sens, du schéma Sois belle et tais-toi, où il y a quand même quelques années, on avait l'impression que c'était quand même beaucoup ça. Vous l'avez ressenti, vous, suite à l'élection, sur certaines invitations, plateaux Oui, de toute façon, à la base, il n'y a pas besoin d'être Miss France pour ça. Hein. Vous prenez une belle nana, de toute façon, moi j'ai toujours dit, quand j'étais plus jeune, mais ce qui est quand même fou, c'est que si une nana est belle, on se pose la question de savoir si elle est intelligente ou pas. Ouais. Et souvent, on pense que si elle est belle, il y a quand même, il doit y avoir un petit truc qui va pas, et elle doit y avoir, elle est sûrement un peu nunuche, un peu bébête, etc. Mais une moche, en fait, on se pose jamais la question. Non mais c'est vrai. Après vous allez dire j'exagère un peu parce que ça veut dire quoi être belle ou être moche. Non mais quand c'est même, suivant nos critères. Tendance, mais vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est pareil, ça veut pas dire grand chose. Maintenant, pour moi, une bonne Miss France, c'est pas quelqu'un qui est parfaite physiquement. C'est quelqu'un qui va savoir. C'est une fille intelligente, qui va savoir, qui sait s'adapter, qui aime les gens. Qui va avoir envie de partager, de transmettre un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs importantes. Pour moi, c'est surtout ça. Et ça va bien au-delà de la beauté. Donc voilà. Mais moi, j'ai quand même, quand je regarde l'élection de Miss France avec des amis, et notamment avec des hommes, la seule chose qu'ils regardent, c'est le physique. Hein. Voilà. Donc en fait, le premier critère. En fait, on a nos préférés. Selon le... Enfin non, moi, c'est vrai que quand je regarde, je me préférais son physique, mais aussi surtout sur ce qu'elles disent. Sur ce qu'elles disent. Mais ça vient dans un deuxième temps. C'est comme un mec que vous rencontrez. Oui, au départ, il vous plaît physiquement ou il vous plaît pas, quoi. Hein. Vous vous dites pas tout de suite, ah non, mais il est pas bien, il me plaît pas du tout, mais je vais aller creuser. C'est clair. Vous vous dites, est-ce qu'il est canon? Est-ce qu'il me plaît? Ou en tout cas, est-ce qu'il répond à mes critères? C'est vrai. Et ensuite, vous vous dites, je vais voir si le reste suit. Donc bon, c'est un peu comme ça partout, hein.
Aujourd'hui, quand vous parlez de ce qu'est la femme, vous avez d'ailleurs dit le mot tout à l'heure, vous évoquez énormément le terme vulnérabilité. Pourquoi, selon vous, c'est important ? En fait, c'est quelque chose auquel, tout à l'heure, je vous disais que j'avais fait mes premiers stages en développement personnel, où j'avais travaillé sur l'ego, sur mes peurs, etc. Et l'une des plus jolies choses que j'ai apprises, notamment dans ce stage, c'était que ce qui était le plus intéressant en moi, c'était ma vulnérabilité. Comme je suis quelqu'un qui me suis toujours beaucoup battue, d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, on ne met pas de mes qualités, je vous ai dit, je suis courageuse. Donc en fait, c'est quand même ça que j'ai toujours eu envie. Et quand j'étais plus jeune, je travaillais bien à l'école et je travaillais. Donc en fait, ça a toujours été ça que j'ai... Et même dans le métier, vous vous êtes battue Oui, je me suis battue. Si j'arrive pas, si par exemple je bosse moins en tant que comédienne, et je fais autre chose. En fait, je suis une battante. Quand on est une battante, en général, il faut avoir un peu de courage. Donc, vous voyez bien, c'est quand même ça qui revient assez souvent quand je parle de moi. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Et c'est l'image que les gens ont de moi. Donc, c'est en fait cette image-là que en fait, j'ai envie de montrer au monde. Hein, ça, c'est mon ego qui veut que je montre ça. Et la vérité, c'est que je me suis quand même rendu compte avec le temps, même si c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de montrer à tout le monde, parce que je trouve que exposer sa vulnérabilité, c'est bien, mais il faut l'exposer aux bonnes personnes. Ça sert à rien d'exposer sa vulnérabilité à tout va. Il y a des gens qui ne méritent pas de voir cette vulnérabilité, et donc il faut aussi la protéger. Mais je pense que c'est cette facette de nous qui est la plus intéressante. Et c'est celle que souvent on garde secret pour se protéger des autres. Et quand vous l'exprimez, votre vulnérabilité, ça prend quelle forme ? Comment c'est... Ça, c'est difficile à dire parce qu'en fait, vous n'êtes pas vous-même... vous pouvez pas être spectateur de votre vulnérabilité d'une certaine manière. De toute façon, l'image qu'a l'autre de vous quand vous êtes vulnérable, c'est l'autre qui l'a. Mais votre vulnérabilité, la vulnérabilité, comment ça s'exprime ? Ça s'exprime quand vous n'avez pas de barrière. Quand vous êtes nu, au sens philosophique du terme. Quand vous ne vous cachez pas de l'autre. Vous ne cachez pas qui vous êtes. Vous n'essayez pas de jouer un personnage. Moi, j'ai le sentiment, à tort ou à raison, que par exemple, quand on est... je pense que l'un des moments où on est le plus vulnérable, par exemple, c'est si vous êtes amoureux, que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez profondément et qui vous aime. Je pense que par exemple, l'amour, le fait de faire l'amour, ou après l'amour, on est dans un moment de très forte vulnérabilité. Puisqu'en fait, on est totalement ouvert et abandonné à l'autre. Mais il y a d'autres moments. Par exemple, je pense quand on est avec ses enfants, sur certains domaines, c'est-à-dire que, vous voyez, ça fait ressortir, sur certains moments de vie, de choses qui font ressortir plein de trucs. Quand on est fatigué, on est plus vulnérable aussi. Ouais. Et par exemple, chez les comédiens, c'est assez intéressant. Parce que quand on se rend compte, par exemple, souvent que quand on joue au théâtre, parfois on se dit « Ah là, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, ça va être nul, je vais être mauvais, etc. » Et en fait, c'est quand vous êtes fatigué que vous êtes le meilleur. Pourquoi ? Parce que plus vous êtes fatigué, moins il y a de filtres. Oui, c'est ça. Plus il y a de filtres, il n'y a plus le mental. Voilà. Et en fait, il n'y a plus le mental, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le mental ne vient plus jouer son rôle de la même manière. Il n'a pas trop la force. Et donc, c'est là que c'est le plus intéressant. C'est là, en général, vous êtes le meilleur. Vous êtes vulnérable, là ? Là, non, pas trop. Mais je suis authentique. D'accord. Être vulnérable, ça peut justement être synonyme de faiblesse, parce qu'on l'a beaucoup associé à la faiblesse ou de confiance en soi. Alors même si vous avez bien expliqué que vous avez une confiance en vous assez innée, comment vous avez développé cette confiance au fil des années ? Parce que j'imagine que vous avez été propulsé comme ça dans la lumière, vous étiez jeune, vous avez fait des plateaux télé, vous avez travaillé avec
par exemple Ardisson, qui, je crois, n'était pas vraiment tendre au départ. Il y a l'arrivée d'ailleurs. D'autres noms comme et voilà, comment on développe ça, comment on développe cette confiance en soi, cette assurance, cette... Pour moi, la confiance en soi, alors je parle pas dans le domaine affectif, hein. Je parle dans le domaine du travail. Plus on travaille, plus on a confiance en soi. Plus on se donne les moyens de faire les choses, plus on a confiance en soi. Et ça, c'est un truc que j'ai appris très jeune. Parce que quand moi, j'allais à l'école, ma manière d'être bonne voilà, à l'école, c'était de beaucoup travailler. Et comme ça, quand j'arrivais, j'ai très vite compris que quand j'arrivais devant un examen, à partir du moment où j'avais travaillé, j'avais confiance. Et à partir du moment où j'avais confiance, en général, ça se passait bien. Il n'y a pas trop de surprises. Donc, la confiance en soi, on va dire, liée au travail. La raison pour laquelle, moi, dans mon travail, j'ai fait différentes choses, c'est à la fois parce que, quand je dis confiance en soi, c'est confiance aussi dans ses capacités. J'ai toujours eu le sentiment, et ça, je ne sais pas l'expliquer, de ne pas être limitée. Je ne crois pas aux gens je ne crois pas que l'homme est fait pour faire tout le temps la même chose. Et moi, j'ai plusieurs fois dans ma vie tenté des nouvelles aventures en partant de rien, en partant de zéro connaissance. Mais en fait, ça s'est fait. Ça s'est fait à la fois parce que j'avais la capacité de travail pour le faire, parce que j'avais suffisamment confiance en moi pour estimer que j'étais capable d'y arriver. Et donc en fait, pour moi déjà, ça c'est hyper important. C'est de se dire, de ne pas avoir peur, de tenter des nouvelles expériences. Mais derrière ça, il faut la passion. Parce qu'en fait, tout ça n'a pas beaucoup... Moi, toutes les choses que j'ai réussi à faire, en fait, je me suis dit, parfois, en prenant un peu de recul, je me suis dit, mais j'y suis arrivée avant tout parce que j'avais une vraie envie, une vraie passion. Si c'est faire pour faire, en général, ça ne marche pas. C'est la passion qui amène la capacité de travail, l'envie de se donner les moyens. Et plus on se donne les moyens et plus on travaille plus on a confiance en soi parce qu'on voit que ça marche. C'est un cercle vertueux. Donc ça, c'est vraiment lié au domaine professionnel. Domaine sentimental, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend en fait de la vie. Ça dépend de ce que la vie amène sur votre chemin. Si vous rencontrez beaucoup de bonnes personnes, vous allez avoir confiance en l'autre, vous allez avoir confiance... mais quand je dis... Parce qu'en fait, la confiance en soi est aussi liée à la confiance que l'on amène... Je pense que si on n'a pas confiance en soi, affectivement, émotionnellement, c'est difficile aussi de faire confiance à l'autre. Donc voilà, on va dire que moi j'ai plus confiance en moi d'un point de vue pragmatique, professionnel, toutes ces choses-là, que d'un point de vue émotionnel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis comédienne, parce que je pense que il y a un besoin chez les comédiens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même un besoin profond de comprendre qui l'on est. Les comédiens sont souvent, mine de rien, assez pudiques. Et leur manière à eux de comprendre qui ils sont ou de se dévoiler, c'est de le faire à travers des personnages. Voilà. Donc, mais je pense que, en tout cas, la confiance en soi vient par l'apprentissage de la vie. Et pour le travail, vient par le fait de faire et de refaire et de travailler. Au-delà du mannequinat, justement, on l'a dit, vous avez une expérience de comédienne à la télévision. Vous avez joué, par exemple, dans Joséphine Ange Gardien, au théâtre aux côtés de Nicolas Bedos, au cinéma. Vous avez une carrière d'animatrice. Moi, la question que je me pose,
et c'est parce que je me la pose aussi dans ce que je fais moi. Quand on a un panel de choix devant nous, quand on a un panel d'opportunités, ou alors quand on veut se créer de toute façon des opportunités, comment en fait on décide, comment on tranche? Alors vous allez me dire l'amour, mais peut-être, je sais pas, par le cœur, vous allez me dire, mais peut-être, voilà, sur quels critères on se base? Par exemple, vous êtes contacté pour faire une pièce de théâtre ou pour faire une publicité. Qu'est-ce qui va vraiment vous dire, ok, j'y vais ou j'y vais pas? Alors, il y a plusieurs paramètres. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper, qui est que ça s'appelle les besoins économiques. Quand vous êtes comédien, il y a différentes façons de faire des choix. Vous avez évidemment les choix qui sont que les choix du cœur. Mais les choix du cœur, ça ne fait pas vivre. En tout cas, vous ne pouvez pas toujours faire que des choix de cœur. Les projets sont rares, à moins d'avoir énormément de chance. Si on s'appelle Jean Dujardin, j'imagine qu'on fait que des choix de cœur. On ne fait pas tellement de choix pour l'argent, puisqu'il n'a pas besoin. Mais un comédien qui travaille moins et dont pourtant c'est la passion, s'il veut exercer son métier, parce que moi je dis toujours, on est comédien que quand on tourne. Hein. Quand on tourne pas, on n'est pas comédien. Hein. On est juste quelqu'un qui a envie d'être comédien. Donc si on a envie de tourner, parfois on est obligé d'accepter des projets. Et on accepte des projets parfois parce qu'on a envie de tourner, on a envie d'être dans cette ambiance-là qui nourrit profondément. Mais parfois aussi, on peut être amené à aller tourner tout simplement pour des raisons économiques, parce qu'il faut gagner sa vie. Hein, c'est pas parce qu'on est comédien. C'est pour ça que c'est assez facile de dire « Oh là là, un tel, il a joué dans une daube, machin. » Ouais, enfin, vous savez pas comment le gars... Parce que les gens imaginent que parce que vous êtes connu, vous êtes riche. Alors ça, faut que les gens comprennent que déjà, quand vous faites 2-3 projets dans l'année en tant que comédien, c'est énorme. Que quand vous tournez, on a l'impression de vous voir dans un truc, vous avez peut-être tourné 4 jours en étant pas très bien payé, et que c'est pas en tournant 3 fois dans l'année qu'on est riche. Donc voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a dit ça, quand on a un peu d'expérience, qu'on a travaillé, qu'on a mis un peu d'argent de côté, on va dire qu'on n'a pas la corde au cou financièrement, ce qui est mon cas, je peux me permettre de choisir les projets que j'ai envie de choisir. Donc il y a différentes choses. Quand vous avez un panel de propositions, vous choisissez ce qui vous parle par rapport là où vous en êtes. Donc là, vous parlez de choix de cœur, oui. Vous faites du théâtre. Moi, par exemple, je ne suis pas capable aujourd'hui de lire une pièce de théâtre qui m'amuse un peu, que je trouve juste sympa. Je vais pas... par exemple, on m'a proposé un rôle avec des gens en plus pourtant que j'adore. Mais c'est un truc que j'ai joué j'ai fait quasiment le même personnage il y a 1 an, même pas 1 an. Je vais pas aller refaire le même personnage. Le problème, c'est que parfois les gens manquent d'imagination. Mais c'est toujours lié à ce que vous projetez. Donc, moi, j'ai fait plein de fois les profs, les maîtresses. Il y a eu toute une période de ma vie, je jouais les maîtresses, mais les maîtresses amantes, pas maîtresses d'école. Après, j'ai commencé à jouer les profs, et puis les chorégraphes, et puis machin, etc. Donc, il y a un moment, vous vous dites qu'est-ce que je fais ? Il y a 2 possibilités, même si le rôle il n'est pas désagréable. Mais est-ce que vous avez envie de rejouer ce que vous avez déjà fait ? Bon, moi aujourd'hui, j'ai pas envie. Si vous voulez sortir des cases, le mieux c'est de pas donner la possibilité aux gens de trop vous y mettre. Donc dans ces cases-là. Donc en fait, comment je fais les choix ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi à chaque fois dans ma vie, je me suis toujours posé la question de là où je me sentais bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose ne m'amuse plus, donc ça vibre pas en moi, moi je passe à autre chose. Mais je suis un peu extrême dans cette façon de faire les choses. Parce que je suis tellement animée par ce besoin de vibrer
que quand les choses deviennent un peu trop routinières, ça peut vite me perturber, me fatiguer et me donner envie d'abandonner, de pas faire. Donc voilà. Donc je pense que les choix, ils se font. D'abord, faut réfléchir à savoir si, quand on a une proposition, est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre ? Et si on a besoin de ça pour vivre, c'est une suffisamment bonne raison pour le faire. Même si on n'est pas à 100% aligné sur tout. Mais si on n'a pas ce problème économique, là, il faut essayer de se poser la question profondément, est-ce que ce projet-là, j'ai envie de faire ? Est-ce que ça me fait vibrer de le faire ? Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ouais, très bien. J'imagine que dans votre carrière, vous avez pu avoir des mauvaises expériences, des échecs peut-être, qui ont pu vous marquer, qui ont pu vous remettre en question. D'ailleurs, vous dites dans une interview qu'il y a eu des moments où ça n'a pas toujours été rose, qu'il y a eu certaines difficultés. Est-ce que vous en avez peut-être un ou deux à nous partager ? Et peut-être la façon dont vous les avez pris ? Parce que je trouve que c'est toujours bien de voir des choses qui n'ont pas été et la façon dont la personne a réagi. En fait, si on parle d'un point de vue professionnel ? Ouais, plus professionnel. Plus professionnel. Moi, par exemple, mon fils est né en 2010. J'ai eu toute une période, donc de 2000, où j'ai commencé à être comédienne, à 2010, où j'ai enchaîné les projets, les séries, les films, les pièces de théâtre, etc., où j'ai travaillé non-stop tout le temps. Et en fait, j'ai eu mon fils. Et juste avant, j'étais dans une série dans laquelle je tournais qui s'appelait Section de recherche. Et en fait, j'ai eu envie à un moment donné de partir. Enfin, c'est pas tout à fait ça. J'étais enceinte et j'ai profité du fait d'être enceinte pour dire, voilà, je vais quitter la série, etc. Et c'était très marrant parce qu'en fait, je pensais que j'étais capable. C'est drôle, hein, parfois, comment on se voit. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Il y avait un peu d'ego dans tout ça, d'ailleurs. Parce que je me disais, ah non, mais je mérite mieux. C'est chiant. Je fais plein de fois le même personnage. Enfin, c'est le même truc, etc. Enfin, j'étais, en fait, on va dire, c'est ce qu'on s'appelle, ce qu'aujourd'hui je dirais, c'est un peu se plaindre la bouche pleine, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout, mais finalement, vous croyez que vous êtes au-dessus, que vous méritez d'avoir des meilleurs projets. Enfin, voilà, bref. Donc, j'ai profité d'être enceinte pour dire, voilà, ce qui était vrai d'ailleurs, hein, parce que moi, quand j'étais enceinte de mon fils, je n'avais qu'une envie, c'était de profiter de ma grossesse. Donc, au bout de 2 mois, j'ai dit, c'est bon, j'arrête tout, et je veux vivre une grossesse épanouie, à ne rien faire, ou à faire comme m'occuper de moi et de mon bébé, etc. Ce que j'ai fait, et donc j'ai eu une grossesse extrêmement heureuse. Mais par contre, après, j'ai pas rebossé pendant 3-4 ans, voire 5 ans. Très peu de projets. Un beau projet pour Canal+, quelques trucs, mais pas pour vivre. Et donc là, ça remet beaucoup de choses en question. Parce que je faisais des castings, j'étais toujours dans les 2 dernières et j'étais jamais prise. Donc ça m'a questionné beaucoup par rapport à moi-même, en me disant qu'est-ce qui fait que visiblement je plais suffisamment, ou j'ai suffisamment de talent pour arriver dans les 2 dernières, mais qu'au moment qu'on choisisse, on choisit l'autre. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui se dégage de moi ? Parce qu'il faut bien comprendre que quand un producteur vous choisit, que vous n'êtes plus que 2 et qu'à un moment donné, il faut choisir entre 2 personnes, au-delà de trucs qui peuvent être hyper pragmatiques, c'est-à-dire celle-là elle est plus bankable que celle-là, ou, finalement on veut une brune et pas une blonde, ou inversement, etc. Mais parfois, je pense que les choix se font sur un truc inconscient. C'est-à-dire que quand on vous choisit,
il y a une espèce de magie qui opère, qui est que ce que vous projetez à ce moment-là parle à l'autre et qu'il a finalement envie d'aller vers vous plutôt que vers l'autre. Mais quand c'est tout le temps que ça va vers l'autre et pas vers vous, vous ne pouvez que vous remettre en question. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pas ? Qu'est-ce qui manque ? Ou qu'est-ce que je projette qui fait que finalement l'autre me choisit pas ? Donc ça, c'était une période un peu difficile. C'est aussi ça qui m'a amenée à travailler sur moi. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il me manque quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que je donne pas à voir, qu'on aura envie de voir de moi. Et comme on est dans un métier où il faut quand même beaucoup se dévoiler. Donc ça, voilà. J'ai pas la réponse de si c'était pour ça ou pas, mais peu importe, ça m'a fait travailler. Et puis à ce moment-là aussi, je me suis surtout dit, ok, c'est un métier que j'adore, mais est-ce que je suis pas capable de faire autre chose ? Je me suis dit, peut-être que ça y est, c'est fini. Peut-être qu'en fait, voilà, j'ai eu mon temps, ça a duré 10 ans. On a eu envie de moi pendant 10 ans et maintenant, on n'a plus envie de moi. Et si c'était ça, est-ce que c'est grave ? Est-ce que je ne sais faire que ça ? Est-ce que je suis capable d'apprendre autre chose ? Est-ce que je suis capable de m'épanouir dans un autre domaine ? Qu'est-ce qui me passionne à part ça ? Et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Et ça a été absolument incroyable. Parce que finalement, donc j'ai créé cette gamme de confiseries saines. Au départ, je l'ai fait parce que je voulais répondre à un besoin qui était celui d'une maman pour son enfant. C'était vraiment d'abord lié totalement à mon fils. Et je connaissais rien. Et tout le monde me disait, mais tu vas pas y arriver, tu te rends pas compte. Et je voulais vendre, alors ça c'était un peu une erreur, mais je l'ai fait quand même et j'y suis arrivée. Je voulais vendre à la grande distribution. Donc très vite, j'ai créé ma marque, j'ai commencé à être donc j'étais toute seule au sein de ma boîte, je gérais tout, j'ai tout appris sur le terrain. J'allais même faire les animations en magasin. Ah oui. Avec mon petit stand, j'allais chez Auchan, chez Carrefour, chez Super U avec mon stand à faire goûter, voilà, où les gens se disent tiens c'est bizarre, putain elle ressemble vachement à Linda Hardy. Mais oui, c'est moi. Alors, il y en a qui me disaient oh là là, ma pauvre vous êtes devenue animatrice de. Voilà. Je disais non c'est ma marque. Donc c'est marrant. Bref. Et en plus surtout que, enfin c'est dans la tête des gens qui disaient ma pauvre vous êtes devenue parce que c'est dur, hein, franchement, les personnes qui font ça et qui font des animations dans les magasins et tout. Je suis toujours hyper impressionnée parce que pour l'avoir fait, c'est vraiment pas facile. Mais en fait, ce que j'ai retenu de ça, c'est que ça a été incroyable de partir de quelque chose et d'un domaine que je connaissais pas bien, mais avec la passion. C'est pour ça que je parle beaucoup toujours de passion. D'apprendre au fur et à mesure, d'avoir cette capacité de travail, le fait d'arriver à faire que mon produit soit commercialisé, d'aller faire des négociations avec des acheteurs, alors que c'est pas du tout mon métier à la base, et d'arriver à faire naître ce bébé, ça m'a redonné confiance en moi. C'est-à-dire que ce que j'avais perdu par mon métier, parce qu'on ne me choisissait pas, ou au fur et à mesure, moi, on me choisissait, et j'étais dans les 2 dernières et qu'on ne me prenait pas, et au fur et à mesure, je perdais confiance en moi. Et le fait d'avoir créé ce nouveau projet, et là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est dingue. Si tu as envie, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Et en fait, après, on vous a rappelé. Et après, on m'a rappelé. Et une fois que j'ai repris confiance en moi, c'est là qu'on m'a rappelé. Ouais. Et qu'on parlait tout à l'heure d'énergie, de lumière, ouais, de vibration, etc. C'est aussi ça. Et surtout, j'ai souvenir le premier moment où j'ai recommencé à tourner. J'avais ma boîte. Donc, je bossais comme une dingue. Parce que c'est dur, hein, franchement. Je me versais pas de salaire. Enfin, vraiment, tout était difficile. Et un jour, on m'a appelée pour un casting. Et j'y suis allée. Je me rappelle, je jouais des bureaux dans un espèce de truc de coworking. Enfin, je suis partie, j'ai appris mon texte. Je suis arrivée. Bon, j'avais pas le temps. J'étais pas super bien coiffée. J'étais pas maquillée. J'ai fait mon truc et je l'ai fait sans me poser de questions, sans mettre de pression. C'est-à-dire que j'avais tellement d'autres choses dans ma tête que je suis arrivée, je l'ai fait. Tout est sorti hyper naturellement. Je me suis dit, tiens, c'est chouette.
sans me mettre de pression. Je suis repartie et ça a marché. Et je me suis rendu compte aussi, j'ai appris de ça, que plus on se met de pression, souvent, moins on y arrive. Malheureusement. Donc, il y avait un espèce de lâcher-prise. En fait, j'avais lâché prise sur... et j'en discutais avec mon ostéo il y a quelques jours. Parce qu'évidemment, c'est jamais facile, hein, même avec le temps, même quand on apprend, on continue parfois. Moi, je suis quelqu'un qui suis très dirigée par la volonté. Mais parfois, c'est bien de ne pas mettre de volonté. Trop de volonté dans les choses. Parce que trop de volonté, c'est trop de pression. Trop de pression, c'est pas assez de lâcher prise. Et du coup, ça crée beaucoup d'attentes, ça peut créer beaucoup de déceptions. Donc j'aime bien, ça c'est un truc que j'ai appris récemment, pas mettre trop de volonté. Mettre juste ce qu'il faut. Beaucoup de cœur, un peu de volonté. En 2021, vous avez publié du coup un guide, Heureuse et en forme, mon guide bien-être naturel. Le projet, c'était comment ça s'est présenté, cette opportunité d'écrire ce guide En fait, il y a eu plusieurs raisons. La première, c'était que je me suis... en 2019, j'ai participé à l'élection Danse avec les stars. Et j'ai été hyper surprise de voir comment est-ce que, à mon âge, puisque donc à ce moment-là j'avais 45-46, comment est-ce que j'ai pu vivre cette expérience physiquement, mentalement, en étant sur une période où évidemment je faisais donc beaucoup de sport, entre 4 et 8 heures d'entraînement par jour, où je faisais très attention à mon alimentation, à ma santé psychologique également, et je me suis rarement sentie aussi bien dans ma vie. Ça a duré 3 mois avec des efforts vraiment intenses, et là je me suis dit waouh, c'est dingue, parce que souvent on pense qu'à 45-50 ans on peut plus faire grand chose, enfin on ne sait pas qu'on peut plus faire grand chose, mais on peut faire moins, on se dit voilà, on a plutôt tendance à penser qu'on peut faire moins, et j'avais jamais autant fait, et je m'étais jamais sentie aussi bien. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que y a vraiment, quand on associe le côté alimentation, le côté activité physique, le côté psychologique, émotionnel, on arrive, quand on a ces 3 pôles-là, évidemment, et si on dort bien également, c'est très important, mais quand on fait beaucoup de sport, en général, on est fatigué, donc on dort bien. Je me suis dit, il y a un truc... dont on ne parle pas assez. Et puis derrière, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, moi, je me suis retrouvée à faire, parce que je l'avais décidé, j'avais très envie de ça, à faire des lives 2 fois par semaine, enfin non, tous les jours, mais avec professionnels de santé, médecins, personnes qui font du yoga, sophrologues, et je faisais aussi des lives sportifs tous les matins. Et en fait, d'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens, plein de femmes qui étaient en recherche de conseils. Et finalement, toutes ces choses que j'avais mis en place dans ma vie, moi, depuis longtemps, ça a commencé déjà quand j'étais mannequin, avec une conscience assez aiguë par rapport à mon corps et tout ça. Je me suis rendu compte que je savais plein de choses, mais que... pour moi, c'était naturel, mais que pour beaucoup de femmes, ça ne l'était pas. Et c'est en faisant tous ces lives, en voyant tous ces questionnements, en voyant toutes les réponses que j'avais à certaines questions qu'on me posait, que je me suis dit, mais en fait, c'est drôle. Enfin, moi, ça fait partie de ma vie. J'ai l'impression que tout ça, c'est naturel, mais en fait, la plupart des femmes, elles ne le savent pas. Donc, c'est comme ça que ça m'a donné l'idée d'écrire un livre. Je me suis dit, et comme... pour moi, il y a quand même, voilà, vous avez l'alimentation, l'activité physique et tout ce qui est gestion des émotions qui est lié à l'équilibre psychologique, qui est pour moi un espèce de trio gagnant pour être en bonne santé. Je me suis dit, voilà, je vais écrire un livre, et comme l'être humain est bien fait, et même si parfois on l'oublie, on
on vit au même rythme que la nature, ou en tout cas c'est comme ça qu'on devrait faire pour être le plus en bonne santé possible. C'est pour ça que j'ai fait un livre et que je l'ai découpé par saison. Parce qu'on ne prend pas soin de soi de la même manière au printemps qu'en automne. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la médecine chinoise et au lien qu'il y avait entre nos organes et les émotions qui sont directement connectées à ces organes. Donc, l'automne, c'est typiquement le moment de l'année où il faut prendre soin de son système immunitaire. Parce que arrive l'hiver, parce que on a moins de défense, etc. Donc, l'été, le printemps, par exemple, on parle de la détox au printemps, mais c'est une réalité. Le printemps est la bonne période. Le printemps, c'est connecté au foie. Enfin, c'est connecté. Le printemps, l'organe qui est à privilégier pendant la saison du printemps, c'est le foie. C'est pour ça que c'est la bonne période pour faire de la détox. Et ça, c'est des choses, je rentre là-dedans de manière assez simple, mais j'ai trouvé que c'était essentiel et je ne l'avais pas souvent vu, de vraiment regarder le bien-être saison par saison pour prendre soin de soi comme il faut. Et je l'ai fait aussi, et ça c'était très important pour moi. J'ai écrit ce livre avec des professionnels, avec Veronica Brown qui est sophrologue. Donc en fait par saison, elle donne des conseils ou des exercices de sophrologie à faire. Bon, par exemple, quand je vous parlais du foie, vous avez des exercices, et le foie est connecté à la colère. Le foie est lié à la colère. Quand on se met en colère, c'est le foie qui prend. Donc en fait, quand elle donne des exercices à faire qui sont liés à la détoxification du foie et au fait d'évacuer la colère sur le printemps. Mais sur l'hiver, qui est une saison qui est liée à la peur, on travaille plus sur les peurs. Et on fait la même chose avec en yoga. Vous avez des positions de yoga qui vont travailler au niveau des reins, qui vont stimuler les reins, d'autres qui vont calmer le foie. Enfin voilà. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui soit assez cohérent avec qui nous sommes et tout en respectant la connexion profonde que l'on a et que l'on oublie parfois avec la nature. Hyper intéressant. Et je n'ai pas lu le livre, mais ça me donne énormément envie de le lire. Et justement, alors vraiment de manière générale, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais quand vous disiez qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas forcément au courant de vous, vos astuces, vos tips, vos secrets bien-être, peut-être vos principaux tips secrets sur les volets du coup alimentation, sport, beauté, équilibre que vous appliquez en ce moment ou qu'il faudrait appliquer pour être en bonne santé physique et mentale. Alors moi déjà, je vais parler de ce que je fais. Je peux pas vous dire que ça va fonctionner parce qu'en fait, il faut toujours prendre en considération comment est-ce que l'on est soi et quand on essaye des choses, ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je commence tous les matins, je bois de l'eau chaude le matin à jeun. Ça, c'est la première chose. Parce que on dit, notamment en médecine ayurvédique, que ça permet, on va dire, de commencer à faire circuler ce qu'on appelle les humeurs, donc les liquides dans l'organisme, et que donc déjà, vous êtes dans un processus où ça permet de mieux éliminer les toxines, qu'on l'accumule aussi un petit peu dans le corps pendant la nuit, etc. Et souvent, et moi j'ai remarqué qu'au niveau de ma peau, le fait de boire de l'eau tiède comme ça tous les matins, il faut aussi savoir qu'il y a aussi une autre raison, c'est que le foie, il a besoin d'être réchauffé. Le foie est un organe qui est à une température un peu plus élevée que le reste du corps. Il est plutôt aux alentours de 42. Et donc, en fait, à partir du moment où vous buvez le matin, vous montez un petit peu en température et ça commence à permettre une meilleure détoxification du foie. Ça, c'est la première chose que je fais. En termes d'alimentation, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut quand même manger tout. Il faut essayer de manger sainement 80% du temps
Et moi, les 20% qui restent, je pense que c'est important de se faire plaisir. C'est essentiel. Je pense qu'il faut quand même attention. On dit le gluten, c'est la mode, de dire faut pas trop manger de gluten, etc. Les générations qui ont précédé les nôtres mangeaient toujours du pain et mangeaient beaucoup de gluten. Et on va dire oui, mais ça se passait très très bien. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, y a la farine et plein d'autres choses sont beaucoup plus raffinées. On est sur des produits de bien moins bonne qualité aujourd'hui qu'avant. Donc moi, je dis attention aux produits laitiers. Par exemple, si on a des problèmes ORL à répétition, tout le monde ne supporte pas bien les laitages. Vous avez un certain nombre de choses qui, dans l'alimentation quotidienne, créent, entre guillemets, de l'inflammation, de l'acidité, c'est lié dans l'organisme. C'est les produits laitiers, le gluten notamment, le café, l'alcool, le sucre. Voilà. Donc en fait, pour moi, vous pouvez manger de tout. Et ça, il faut quand même essayer de faire un petit peu attention et d'écouter surtout son corps. Si vous mangez du gluten et qu'en fait, vous n'avez aucun problème, vous n'avez pas le ventre gonflé, que vous digérez très bien, fine, il n'y a pas de problème. Mais si par exemple, vous faites en hiver tout le temps, vous avez le nez qui coule, vous faites des otites, des laryngites ou des bronchites, dès que vous arrêtez les produits laitiers, en général, ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est plein de choses dont je parle dans mon livre. Mais voilà, donc en alimentation, moi, je suis contre les régimes. Je pense que c'est bien de faire des détox végétales, voire des jeûnes intermittents. Parce que même si vous avez des gens comme Michel Simès, par exemple, qui vont vous expliquer que non, le foie, il n'a pas besoin d'être soulagé. Non, alors là, Michel Simès a beau être sûrement un très bon médecin, mais de dire que le foie n'a pas besoin d'être soulagé à certains moments, c'est faux. Enfin, on voit bien, si on boit plein d'alcool, le foie, il fait son travail. Mais il le fait avec beaucoup plus, il le fait en souffrance. C'est comme si vous allez au boulot, vous êtes crevé, vous n'avez pas à travailler tout à fait de la même manière que si vous êtes en pleine forme. Bon, donc ça m'avait fait rire le jour où il avait dit ça. J'ai dit, mais donc en fait, si le corps fonctionne très très bien et qu'il n'a pas besoin de tout ça, pourquoi est-ce que vous partez un mois en vacances pendant l'été? Enfin, je veux dire, parce que vous avez besoin de vacances, mais votre organisme, il n'a pas besoin à un certain moment donné de se reposer. Ok, c'est une façon de voir les choses. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment sur tout ce qui concerne l'alimentation, index glycémique bas, de préférence, pas trop voilà, toutes ces petites choses que j'ai dit, gluten, café, alcool, produits transformés, sucre, et beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, évidemment, des légumineuses. Et après, en termes de tout ce qui est lié à la beauté, beaucoup boire, bien se démaquiller. Moi, je dirais utiliser des huiles, les produits les plus... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup mieux que les huiles, en tout cas jusqu'à un certain âge. Moi, je suis une fan aussi de tout ce qui est acide hyaluronique à mettre sur le visage. Et après, je trouve qu'il y a des choses à faire qui sont intéressantes pour tout ce qui est... on va dire, rajeunissement, entre guillemets, pas avec des méthodes invasives. Je ne suis pas hyper à l'aise avec les injections et tout ça. C'est personnel. Mais aujourd'hui, vous avez des techniques qui marchent très, très bien, qui permettent d'avoir une peau en meilleure santé. Vous avez la luminothérapie qui marche très bien. Vous avez l'AIFU, qui est un appareil qui travaille avec de l'infrarouge, des ultrasons, vous avez la radiofréquence, vous avez tout ce qui est hydrafacial, vous avez le microneedling. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire, sympa. Ça, c'est aussi des choses dont je parle dans mon livre. Voilà, pour garder une belle peau. Mais ça passe par d'abord bien boire et bien se démaquiller. Ça, c'est la base de la base. Si vous vous démaquillez tous les soirs avec de l'huile, déjà votre peau, elle change en 15 jours. D'accord. Et puis après, je mets pas d'huile, du coup, je vais peut-être essayez, vous allez voir, moi, à chaque fois que je l'ai conseillé, que les personnes l'ont fait,
Au bout de 15 jours, elle me disait non mais c'est dingue. Bah Ah oui, parce ouais. qu'en fait, quand vous mettez de l'huile, vous êtes obligé de masser. Ah, Donc oui. déjà, le fait, Ça pénètre vous plus. massez, en fait, il faut faire ce qu'on appelle le double nettoyage. Vous faites une première fois. Vous mouillez, d'abord vous faites avec l'huile normale, ensuite vous mettez un peu d'eau dessus pour émulsionner, vous enlevez avec un coton. Et ensuite vous refaites un deuxième passage. Et vous allez voir, c'est hallucinant, parce qu'au deuxième passage, le fait de masser, vous ouvrez encore les pores et vous voyez que votre coton, la deuxième fois, il est encore sale. Donc ça nettoie vraiment en profondeur. Ça resserre le grain de la peau, ça apporte beaucoup d'hydratation. Moi, je n'ai plus jamais eu de problème d'hydratation au niveau de ma peau. Sauf froid extrême, hein. Mais depuis que je me démaquille à l'huile. Donc ça, c'est un très bon tips pour la Trop peau. bien. Tip. Et puis après, faire du sport. Moi, je suis très irrégulière sur ce sujet-là. Je suis pas un bon exemple parce que je sais tout ce qu'il faut faire, mais je le fais pas tout le temps. Il y a des moments où j'ai pas envie, donc je me force pas trop. Mais en tout cas, l'avantage du sport, de faire le sport, les gens n'aiment pas forcément ce mot-là, mais on va dire de l'activité physique. Et de l'activité physique, ça peut être simplement de marcher 30 minutes par jour. C'est déjà bien, mais ça permet de s'oxygéner, de mieux dormir, d'avoir un meilleur mental. Voilà, ça booste la dopamine. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre. Mais je dis, c'est souvent difficile de tout faire en même temps. C'est difficile de bien manger, de faire du sport et de prendre soin de son mental. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, faut prioriser ses combats. Et se dire, voilà, là, c'est quoi la priorité ? Est-ce que, en fait, si vous avez 10 kilos de trop, peut-être que vous mettre au sport, ça va être compliqué. Donc, peut-être qu'il ne faut pas d'abord commencer par rééquilibrer d'un point de vue de l'alimentation. Et il ne faut pas... voilà. Et en fait, il faut se donner le temps de faire les choses, pas trop brusquer l'organisme. Ça ne sert à rien. Et il faut mieux adopter de bonnes habitudes qu'on va pouvoir tenir que de vouloir faire des trucs absolument extrêmes qui, de toute façon, qu'on ne tient jamais. D'accord, génial, c'est riche de conseils. Est-ce qu'il vous reste des rêves à accomplir ? Alors d'abord, je pense qu'en fait, aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'est que mon fils soit heureux. Ce qui a l'air d'être le cas pour le moment. Qu'il lui réalise ses rêves. Mon plus grand rêve, c'est que lui réalise son rêve. Ses rêves. Ensuite, les rêves que j'ai aujourd'hui ne sont pas du tout liés au domaine professionnel. Mes rêves, c'est plus d'avoir une vie paisible, émotionnellement. D'ailleurs, cet équilibre vie pro, vie perso avec votre fils, vous avez toujours réussi à respecter ? Oui, globalement, oui, parce que on est séparé avec son papa, mais son papa est présent, donc moi j'ai pas de culpabilité quand je pars travailler. J'ai quand même beaucoup de temps où je suis là, et quand je pars travailler, je sais qu'il est avec son papa et qu'il est bien. Et j'ai aussi appris de ce point de vue-là que ça sert à rien de se sentir coupable, et plus on se sent coupable, plus les enfants le ressentent, et moins ils sont bien. Il faut qu'en fait votre enfant, quand on part travailler, qu'on doit s'absenter, il faut qu'il ait le sentiment que c'est OK pour vous et que vous êtes heureuse. Moi, parfois, je lui disais, je pars travailler, mais je suis contente. Parce que votre enfant, si un enfant, il est heureux quand ses parents sont heureux. Donc, ne pas... attention à la culpabilité trop excessive. Ça ne veut pas dire que quand on s'absente, notre enfant ne nous manque pas. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que ça lui mette trop de pression. Donc oui, j'ai toujours plutôt réussi, mais à côté de ça, c'est vrai que aujourd'hui, il a 13 ans et pour moi, c'est très important en ce moment d'être là. Parce que je trouve que il a un âge où ça y est, il passe un cap que j'ai pas envie de perdre ces dernières années. J'ai envie de passer du temps avec lui, d'être là, d'abord parce qu'il en a besoin, mais aussi parce que je sais que
Aujourd'hui, les jeunes, ils grandissent très très vite et que voilà, d'ici 2 ans, il aura surtout envie d'être avec ses potes, ses copines, et puis que je vais devenir la mère chiante, l'empêcheuse de tourner en rond. Donc là, tout ce dont je peux profiter, j'en profite. Ouais. Je me dis que c'est peut-être un petit peu les dernières années où je profite de lui, où il est encore un peu dans l'enfance. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que on parlait du pro sur des projets où je suis pas hyper emballée, je préfère rester avec lui. Très bien. On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview. L'idée, c'est d'y répondre rapidement, sans trop réfléchir. Est-ce que vous croyez à la chance ? Oui. Mais je pense que la chance, elle se provoque. Ou qu'en tout cas, si elle se provoque pas, elle est liée aussi à ce que vous mettez en place, à ce que vous dégagez, à ce que vous vibrez. En fait, non, je dis que je crois à la chance. Non, en fait, je crois pas trop à la chance que ça. Je crois à ce que l'on met en place dans l'univers. C'est-à-dire que je pense que quand on veut quelque chose très fort, que l'on se visualise à cet endroit-là, que c'est fondé, que ça vient du cœur, je pense que ça vient à nous, à un moment ou à un autre. Et donc, je pense que ça n'est pas de la chance. Je pense que c'est un juste retour des choses. D'accord. Est-ce que vous avez un ou des mentors ? Pas vraiment, en fait. C'est assez étrange. Je pense que j'ai sûrement des gens qui m'inspirent, qui m'ont inspiré tout au long de ma vie pour des choses particulières. Je ne serais même pas capable de vous dire comment, pourquoi. Pas trop. Vos citations préférées ? La vie est belle quand on l'écrit soi-même. Elle est derrière ? Non. 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 Vos livres préférés ? Alors là, je ne saurais pas dire. Je suis en train de commencer des livres de Joe Dispenza. Mais je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément. Ce que je lis, c'est souvent beaucoup pour apprendre. Donc, en fait, je lis beaucoup de choses qui sont liées au... Comment on appelle ça ? Au développement personnel. Voilà. C'est un peu ça qui m'intéresse. Et j'ai pas pris l'habitude de beaucoup lire quand j'étais jeune, à part à l'école. Et c'est vrai que aujourd'hui, je vais pas me plonger dans un roman. Puis en plus, j'ai l'impression de pas avoir le temps. Je sais pas pourquoi. Je ressens pas le besoin. Et en plus, j'ai tellement de choses qui occupent mes journées que j'ai même pas le temps, quoi. Le soir, quand je vais me coucher, j'ai même très peu le temps. J'ai lu ce livre-là de... Comment elle s'appelle Les clés de notre énergie. Natacha... Calestrémé. Voilà. Je l'ai reçu sur le podcast. Ouais, ok, super. Mais on va dire que c'est un peu ça qui m'intéresse. En fait, je lis des choses pour apprendre, mais pas trop de choses pour m'évader. Voilà. C'est toujours un peu sérieux, quoi. Est-ce que c'est bien ? Pas sûr. Mais pour m'évader, je veux plutôt regarder des films ou aller au cinéma de temps en temps. Et ma dernière question, qui est la question rituelle du coup du podcast, que vous évoque maximiser le potentiel de sa vie ? Moi, je pense qu'on maximise son potentiel, potentiellement. Mais comment est-ce qu'on maximise son potentiel ? Je pense, je vais revenir à une des questions du départ en étant le plus aligné possible. En étant dans le présent, en écoutant son cœur au maximum, en étant bien entouré et en dormant bien.
très important parce que c'est là qu'on se ressource et c'est là que qu'on met en place plein de choses. C'est aussi quand on dort et pas que quand on est éveillé, qu'on est hyperactif. Merci beaucoup, Linda. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Audible, raconte-moi une histoire. Écoutez, il n'y a plus aucune limite. Poussez les portes de votre imagination et vivez des histoires incroyables. Ce qui est certain, c'est que la suite vous appartient. Audible. Livre audio, podcast et création originale. Essayez Audible gratuitement pendant 30 jours.